Pendant 30 ans, on nous a vendu un mensonge, celui d'un monde unipolaire où Washington décide, où Bruxelles exécute et où le reste du monde n'a qu'à se soumettre. On nous a dit c'est la fin de l'histoire, mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est la fin d'un empire et la naissance d'un nouveau monde. À Tianjin, Xi Jinping n'a pas mâché ses mots, il a prononcé l'hégémonisme, la mentalité de guerre froide, le blocage systématique de toute solution. Pour Pékin, le système occidental n'est plus un modèle, mais un obstacle. Et l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, devient la plateforme où s'invente un monde parallèle, un monde où les routes commerciales, les investissements et les décisions échappent à Washington. Ce discours, l'Occident l'entend comme une menace, mais pour des milliards d'hommes, c'est un souffle d'air frais, la fin de la tutelle. Et c'est peut-être la grande peur, voir les peuples du Sud réaliser qu'ils peuvent se passer du maître. Car la vérité, c'est que l'Occident n'a plus rien à proposer, sauf des dettes, des sanctions et des guerres. L'Inde prend position. Narendra Modi n'a pas suivi le script occidental. À Tianjin, il a parlé de paix en Ukraine, mais surtout d'un partenariat stratégique avec Moscou. L'Inde se rapproche de la Russie et de la Chine. Pourquoi? Parce qu'elle refuse d'être un pion dans une guerre qui n'est pas la sienne. Parce que l'avenir économique se joue à l'Est, pas à Bruxelles. L'Occident croyait avoir l'Inde dans sa poche, mais Modi a choisi l'indépendance. Et chaque fois qu'il s'affiche avec Poutine, c'est un camouflet pour Washington. Car l'Inde le sait, en choisissant Moscou, elle choisit l'énergie bon marché, les investissements massifs et une voix égale sur la scène mondiale. Et en tournant le dos à l'Occident, elle évite de devenir une colonie numérique et financière de plus. Quand Xi, Modi et Poutine montent ensemble sur la rampe, c'est plus qu'une photo, c'est l'image d'un basculement, plus de la moitié de l'humanité représentée, un bloc économique qui rivalise avec l'Occident et une vision politique qui n'a plus besoin de l'OTAN et du FMI. Alors, qui est isolé? Poutine entouré de 20 chefs d'État ou Zelensky obligé de faire la tournée des capitales pour mendier des armes pendant que son pays se vide de ses habitants? La réponse est peut-être plus crue qu'on ne le pense et cette image restera dans l'histoire comme celle d'un tournant, l'Occident d'un côté, le reste du monde de l'autre. L'Europe est en déni, Bruxelles ne sait plus que jouer la guerre, Von der Leyen, huée à Sofia à Athènes, persiste, 650 milliards pour réarmer l'Europe. Et maintenant, la Commission rêve de contrôler la dissuasion nucléaire française. La propagande tourne à plein régime. Chaque incident est une agression russe. Un avion en retard de 9 minutes, on crie au brouillage GPS, puis fly radar dément. Peu importe le narratif, vaut plus que la vérité. L'Europe vit dans une pièce de théâtre où elle croit encore être au centre, mais en réalité, elle est devenue spectatrice, prisonnière d'un rôle qu'elle n'a pas écrit et qu'elle n'arrive plus à jouer. C'est la fin du roi dollar. Voilà le cœur du problème, l'argent. Le roi dollar, cette monnaie qui a permis aux États-Unis de vivre au-dessus de leurs moyens grâce à la dette du monde entier. Aujourd'hui, Moscou, Pékin, New Delhi contournent le système SWIFT. Ils commercent en yuan, en roubles, en roupies. Ils accumulent de l'or. Et chaque transaction hors dollar est un clou de plus dans le cercueil de l'hégémonie américaine. Car si le monde n'a plus besoin du dollar, alors les guerres américaines n'ont plus de carburant. Et c'est cela qui terrifie Washington, car un empire sans monnaie n'est plus un empire, mais un souvenir. L'OCS est une alliance militaire contre l'OTAN? Non, répond Ruslan Ostakov. C'est pire pour l'Occident, c'est une coalition de souveraineté. Un club où chacun peut décider pour soi, sans maître ni censeur, un espace où les États échangent sans se soumettre. Et c'est ce modèle-là qui effraie. Car si demain, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie choisissent la souveraineté, alors Bruxelles et Washington n'auront plus rien à vendre, sauf leurs dettes. Les démocraties sont sous tutelle de la dette. Alain Soral le dit depuis des années. Tous les pays soumis aux grandes banques sont appelés démocraties et tous ceux qui refusent sont qualifiés de dictature. La réalité, c'est que les peuples d'Europe sont pris en otage par la dette publique. Ils ne votent plus pour des choix souverains, mais pour savoir comment payer les intérêts aux créanciers. Pendant ce temps, la Russie, l'Iran, le Venezuela, ceux qui refusent ce joug sont diabolisés, sanctionnés, mis au ban du monde. Mais qui est libre et qui est esclave? L'Italie, endettée jusqu'au cou, gouvernée par Bruxelles, ou le Venezuela, ostracié mais maître de ses ressources. Le vernis des démocraties craque et la vérité apparaît. L'Occident confond liberté et servitude volontaire. Dans un discours récent, Vladimir Poutine a rappelé une vérité que l'Occident refuse d'entendre. Le conflit n'a pas commencé en février 2022. Il a commencé en 2014 avec le coup d'État de Maïdan et la guerre menée par Kiev contre le Donbass. Poutine répète, la Russie n'a jamais voulu attaquer l'Europe, mais l'OTAN a transformé l'Ukraine en avant-poste militaire et les racines profondes de cette guerre dépassent la compréhension du public. C'est une guerre de mémoire, d'identité, de civilisation, une guerre où l'Occident voit un champ de bataille et où la Russie voit une question existentielle.
on devra parler des Khazars à l'occasion. Ce sera le sujet d'une vidéo qu'on fera plus tard. Tous les dirigeants européens ne suivent pas la marche forcée. Robert Fico en Slovaquie a dénoncé les sanctions suicidaires contre la Russie. Il accuse Bruxelles de trahir les peuples au profit des lobbies. Viktor Orban en Hongrie répète que l'OTAN mène une guerre par procuration et qu'il faut ouvrir des négociations avec Moscou. Ces voix sont isolées, mais elles existent. Elles rappellent qu'au cœur même de l'Europe, certains refusent de se jeter dans le gouffre. Et si demain ces voix s'unissaient, alors le château de cartes de Bruxelles pourrait bien s'effondrer. Pékin s'impose comme une capitale politique, défilé militaire, commémoration de la victoire de 1945, missiles hypersoniques exposés, Xi Jinping, Poutine et Kim Jong-un côte à côte, main dans la main. Un symbole, l'Asie assume désormais d'être le cœur de la puissance mondiale. Et pendant ce temps, l'Europe multiplie les conférences creuses, les sommets sans portée, les discours sans lendemain. Le centre de gravité du monde a basculé et l'Occident fait semblant de ne pas le voir. Macron, Ursula et leurs alliés continuent la mise en scène. À Paris, ils rejouent la même pièce, soutenir l'Ukraine coûte que coûte. Mais derrière les portes closes, même les ministres allemands démentent leur propre communiqué. Zelensky n'est plus un partenaire, il est devenu un accessoire, une marionnette utile pour maintenir l'illusion que l'Europe a encore un rôle historique. Mais la vérité, c'est que le monde se joue ailleurs. Et que Zelensky est déjà une carte brûlée. Et voici la grande question, sommes-nous en train de voir naître un monde multipolaire où chaque continent pèse à part égale? Et surtout, Trump, Poutine et Xi Jinping ne sont-ils pas, chacun à leur manière, en train de combattre le même ennemi, le nouvel ordre mondial? Trump avec sa guerre contre l'État profond et le complexe militaro-industriel, Poutine avec son refus du diktat de l'OTAN et Xi Jinping avec son projet de route de la soie alternatif aux institutions occidentales. Trois visions différentes, mais un même objectif, détruire l'empire de la dette, des banques et de la censure, et rendre aux nations le droit de choisir leur destin. Alors, et si ce que nous appelons la fin du monde n'était que la fin de leur monde? À Pékin, Vladimir Poutine et Kim Jong-un se sont rencontrés. Le président russe a personnellement remercié le leader nord-coréen pour l'aide apportée par ses soldats en Russie. Selon Poutine, Moscou et Pyongyang luttent ensemble contre le néonazisme contemporain. Un mot fort, un mot qui renvoie directement à l'idéologie que Moscou prétend combattre en Ukraine. Et Kim Jong-un a été clair, si Pyongyang peut aider la Russie d'une manière ou d'une autre, elle le fera sans hésiter. C'est un devoir fraternel. Une déclaration qui choque l'Occident, mais qui en Eurasie est perçue comme un signe supplémentaire. L'isolement de la Russie n'existe pas et la multipolarité n'est plus un projet, c'est une réalité en marche. Oui, nous vivons la fin d'un nouvel ordre mondial, la fin d'un empire basé sur la dette, la guerre et la propagande, et la naissance d'un monde multipolaire, encore instable, mais porteur d'une idée simple. Plus aucun peuple ne veut vivre à genoux. L'histoire avance sans l'Occident, et l'Occident, prisonnier de ses dettes, risque bien d'apprendre que ce n'est pas lui qui écrit le dernier chapitre. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.